travaille au Conservatoire d'espaces naturels Languedoc-Roussillon, tout spécialement sur une antenne Pyrénées-Orientales et Aude, donc basée à Perpignan. Je m'occupe des deux départements, développer des projets de conservation dans ces deux départements, et puis avec une expertise flore et habitat naturel, donc je vais vous dépayser un peu. Et je vais vous proposer donc de rejoindre la Méditerranée. Et puis voilà, c'est ça. J'en profite pour signaler que là, je me sens plus proche dans ces milieux-là de nos collègues algériens ou marocains qui sont peut-être dans la salle et qui vont peut-être parler aussi de marques temporaires. Et bien souligner le fait qu'on se sent plus proche quand on est dans ces milieux-là que, par exemple, dans le nord de la France. Et puis que c'est l'une des uniques occasions par an de mettre les bottes pour moi sur le terrain, voilà, temporairement. Donc on va dans les Pyrénées-Orientales, sur la plaine du Roussillon, donc au nord de Perpignan, donc sur l'étage vraiment méditerranéen. On a mis du thermo-méditerranéen, tous les auteurs ne sont pas d'accord sur ça, mais je pense qu'on se rapproche vraiment du thermo-méditerranéen, sur des dépôts d'alluvions d'un fleuve, la Tête. En fait, les Pyrénées-Orientales sont traversées par trois grands fleuves, l'Agly, la Tête et le Tech. Et ces fleuves ont amené de grands apports d'alluvions qui sont aujourd'hui anciennes, mais j'ai par coutume de dire, peut-être un peu exagéré, mais qu'on a ici au nord de Perpignan, aussi Rivesaltes, peut-être que ça vous parle. Au nord de Perpignan, en fait, on a une petite crau, on a des sols qui peuvent être semblables, avec des anciennes alluvions, une couche d'argile assez prononcée, assez tassée, puis un dépôt de galets assez original. Et c'est peut-être un peu exagéré, mais on a des homologies comme ça au niveau des écosystèmes, au niveau de la faune d'ailleurs, la grande faune, les outardes, etc. Donc, pour vous dire aussi que c'est un petit périmètre d'étude, disons, de même pas 5 km², dont je vais vous parler. Donc, quelque chose qui est assez très ponctuel et qu'il faut, voilà, avec un contexte assez difficile en contexte méditerranéen. Donc, comment on approche ces milieux-là? Déjà, les milieux des marques temporaires, il faut déjà savoir comment ça marche au niveau hydrique. Et du coup, depuis que le conservatoire suit ces milieux-là, dans le Languedoc-Roussillon, et puis bon, c'est un système assez classique, mais on s'est aperçu qu'en fait, au niveau de la précipitation, on n'a qu'une alimentation à partir de la précipitation, on n'a pas une alimentation par les nappes, et on s'est aperçu qu'en fait, avec le remplissage, donc ça c'est les pluviométries annuelles, on a le remplissage, donc ce que je parle de remplissage, c'est une mise en eau de cette plaine, en fait, avec l'apparition de ces flaques d'eau, donc qui est assez original pour chez nous. Et voilà, à partir de 100 mm de précipitation, donc c'est des précipitations qui viennent en quelques jours. Chez nous, on n'est pas sur un mois entier de précipitation. À partir de 100 mm, donc que ce soit à l'automne ou au printemps, là on a un remplissage de ces zones. Et pour nous, c'est un facteur clé et qui va permettre aussi de faire nos inventaires, de délimiter ces masses d'eau. Délimiter ces masses d'eau sur toute cette plaine-là, c'est un facteur très important parce que vous allez voir par la suite qu'on n'a pas forcément tout le temps une indication de la végétation en fait. Donc c'est quand même bien d'avoir bien en mémoire ces masses d'eau. Donc avec un remplissage soit hiver ou automne. Et des années, en fait, on n'a pas de remplissage. On a des années où les marques temporaires ne s'expriment pas, en fait. On n'a pas de fonctionnement. Donc, envoyé en hiver, donc ça c'est le même cliché sur les marques temporaires. Remplissage d'hiver, au printemps, ça peut se ressuyer. Donc, ça peut être des remplissages d'une longueur assez variable sur des cortèges, des niveaux topographiques assez bas. Ça peut voilà, 3-4 mois, mais ça peut même aussi être plus faible, un remplissage plus faible qu'un mois, quoi. Donc ça peut être vraiment très fugace. Et en été, voilà, on voit plus du tout de marque temporaire. Donc je rejoins à ça aussi les discussions sur l'esthétisme. Sur ces milieux-là, en fait, l'esthétique est encore à travailler, en fait, pour nous. Voilà, je vais vous montrer des espèces assez emblématiques, mais ça, on peut tout à fait passer à côté quand on fait des inventaires. Et puis,
pour le grand public, en fait, l'esthétisme de ces milieux-là est encore à produire. On est sur des vulgaires friches, c'est grillé le reste de l'année. Difficile de sensibiliser les gens sur ces milieux-là. Et ça a été aussi, c'est aussi une des raisons pourquoi ces milieux sont fortement impactés, ont été fortement impactés dans le passé, mais sont toujours aujourd'hui fortement impactés, puisqu'on n'a pas vraiment une prégnance physique de ces milieux-là sur une grande longueur de l'année. Donc, Braun-Blanquet, en 1936, dans sa publication sur l'isoétion méditerranéen, caractérisait ces végétations de joyaux floristiques et phytosociologiques. C'était une belle expression, et je pense que pour tous les Méditerranéens, cette publication est vraiment un effet marquant, et notamment avec la présence de la Marsilea strigosa, donc une espèce emblématique. Et là, je vais bien vous parler de ces marques temporaires qui peuvent abriter cette espèce, espèce de la directive, protection nationale, classée vulnérable, déterminante nièvre, entre autres, qui est assez emblématique, et puis c'est pourquoi on s'attache à conserver ces milieux, et voilà. Donc on a différents types un fonctionnement qui est lié au remplissage de la marque temporaire. Donc on a le remplissage de la marque temporaire soit en hiver, soit en début de printemps, et puis on a donc apparition de ces frondes flottantes à la surface de l'eau. Donc premier type de fronde qui des fois, quand on n'a pas assez d'eau, ça ne flotte pas forcément. Donc on peut la repérer à cette période-là, mais il faut avoir quand même bien l'œil. Progressivement, la nappe d'eau, c'est quelques centimètres, hein, c'est des fois même pas 50 cm de remplissage. Hein. Donc ces premières frondes vont vraiment suivre l'abaissement de cette masse d'eau, et puis on va avoir un deuxième type de fronde qui va se développer, ensuite qui va bien s'exprimer en été, sont des frondes un peu plus rigides, et là qui sont très poilues. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé la marsilée pubescente, à la différence de la marsilée que vous connaissez mieux, quadrifolia. Ensuite, tout au long de l'été, on va avoir une dessiccation, on va avoir des températures assez fortes. On a le développement donc, des sporocarpes à la base de ces frondes qui sont bien poilues. Et puis, au fur et à mesure que ça s'assèche, on a les sporocarpes qui sont visibles au moment où c'est tout grillé, mais en fait ces sporocarpes vont toujours rester attachés au stolon. C'est pour ça que c'est une espèce qu'on appelle, on ne classe pas dans l'hétérophyte, on est toujours dans les hémicryptophytes ou géophytes, on est toujours dans une espèce vivace. Voilà. Et vous voyez donc ce milieu d'expression sur quelques flaques. Donc là, on est sur des anciennes vignes arrachées, où la marsilée peut s'exprimer dans ces petites masses d'eau qui font quelques mètres carrés bien souvent, et qu'on va appeler, je vais identifier une sinusie bien particulière sur ces zones-là. Donc un fonctionnement bien particulier, avec cette espèce emblématique. Donc, qui avait été identifié aussi, bien décrit sur un document sur les marques temporaires de Grias, donc tous les travaux de Latour du Valar, si ça vous dit quelque chose. Donc joyaux floristiques et phytosociologiques, accompagnement aussi de beaucoup d'autres espèces emblématiques sur ce petit périmètre de 5 km². On a voilà, à peu près 18 espèces floristiques patrimoniales recensées, et ce qui fait que voilà, sa caractérisation de joyaux. Donc on peut avoir les isoètes, donc les isoètes cetacea. Si ça vous parle, on est voilà, sur des isoètes qui sont dans les cortèges où on a l'inondation. Hein. Ça va faire le cycle sous l'eau. Donc isoètes cetacea. Et on peut avoir aussi des lata, mais qui est une espèce beaucoup plus rare et cryptique dans ces zones-là. Je ne l'ai pas vu récemment sur ce secteur-là. Voilà, à surveiller. Et puis aussi, on va avoir un autre type d'isoètes, d'autres groupements, Isoetes duriei, que vous connaissez peut-être plus,
et qui là n'est pas lié aux sinusiques qui vont vraiment être inondées, mais qui sont des pelouses pour moi temporairement humides. Donc on est toujours dans un système plutôt de pelouse. Lythrum timifolium, protection nationale, Myosurus minimus, que vous connaissez peut-être chez vous, et puis Prinsula velanti, donc une espèce cryptique qu'on ne va pas forcément voir tous les ans, et donc ça va être important dans ce que je vais vous décrire par la suite. On a aussi Lythrum borysthenicum, donc une espèce aussi protégée régionale, assez rare sur ce secteur-là. Trifolium ornithopodoides, donc aussi une fabacée vraiment très rare. Pyxa comutata. Pseudalum vicinale, donc variété catalonicum, une endémique donc des Pyrénées-Orientales Catalogne, qu'on va retrouver en Espagne. Polygonum romanum sous-espèce gallicum, endémique également de ces plateaux au nord de Perpignan et puis sur les plateaux de Béziers. Donc il y a une espèce voilà, à aire de répartition très, très limitée et une espèce que vous connaissez mieux, Pulicaria vulgaris. Donc voilà, tout un cortège assez emblématique et en si peu de mètres carrés. Et au niveau de la faune, donc là on va élargir au plateau, l'outarde capitane petière, le lézard ocellé, couleuvre de Montpellier, crapaud calamite, parfois sur ces marques temporaires qui restent bien en eau. C'est vraiment que quelques marques temporaires. Et puis je voulais souligner aussi la présence de branchiopodes, crustacés, qui sont vraiment très bien adaptés à ces milieux temporairement qu'on ne va pas forcément tous les ans. Changement et impact, donc un élément de contexte, ces milieux-là, et je vous parlais tout à l'heure de cet esthétisme, bah, en fait, des milieux en fait, qui ont été mal pris en compte par la population, et on a eu la disparition donc, de l'une des plus belles marques temporaires du secteur dans les années 70. On est passé voilà, d'une marque qui avait été, disons, signalée et décrite dans les années 68 par Baudière, qui est devenu, avec l'urbanisation, etc., un bel étang à côté d'un théâtre. Donc au niveau culturel, c'est pas mal. On a de la promenade, mais on n'a plus du tout cette marque temporaire, qui était sans doute la plus belle du secteur. Donc ça a été très bien décrit, cette histoire, dans un article de Amigo. Et comme on est dans la salle de Charles Flahault, en fait, c'était un des combats de l'association Charles Flahault dans les Pyrénées-Orientales, Charles Flahault étant natif des Pyrénées-Orientales. Ah, Bayeul, oui, et puis là, oui, j'ai pas natif. Qui a fait beaucoup de choses. C'est vrai. On a, suite à cette destruction, donc là, moi j'ai reporté sur ce secteur toutes les masses d'eau humides temporaires que l'on peut avoir, donc que j'alimente petit à petit. Et suite à cette destruction dans les années 70, voilà, on a pris du temps, mais on a mis en place dans les années fin 90 un site Natura 2000, donc qui au départ avait une emprise en fonction de la présence de la Marsilia strigosa, étant l'espèce de la directive, et avec cette pression de l'urbanisation, de Perpignan, Saint-Estève au sud, de l'aéroport, on a en fait eu vraiment une réduction du périmètre Natura 2000, donc, ce qui est assez exceptionnel en France. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sites Natura 2000 qui ont vu leur périmètre se réduire, sur la seule l'argument que en fait, la Marsilia strigosa n'était pas forcément présente au sud, voilà, une pression de l'urbanisation. Donc des situations quand même assez compliquées et que je vais vous décrire aujourd'hui qui n'étaient pas forcément justifiées, même si la Marsilia n'est pas présente. On a d'autres sinusiques qui font partie d'une phytocénose et c'est pas pour autant que la Marsilia ne va pas pouvoir s'exprimer dans quelques années et voilà le contexte. Donc des changements et menaces toujours actuels. Ben voilà, c'est une photo de l'année dernière, hein, des dépôts de palmiers. On peut avoir des pollutions comme ça assez importantes. Contexte méditerranéen prégnant aussi des dépôts de gravats, des dépôts d'ordures. Donc voilà, classiquement aussi qui peuvent être dans certaines régions. On a aussi donc un contexte général de viticole en déprise, donc avec un développement des friches qui peut s'ambuissonner aussi, donc une fermeture des milieux, ça qu'on va pouvoir gérer.
encore des vignes présentes avec des traitements herbicides quand même assez prégnants, et des fossés qui peuvent, dans les périodes de chargement de précipitation, donc ça c'est en amont, hein, des fossés qui sont très fonctionnels, donc qui sont importants, donc on peut avoir un effet de pollution, et des vignes, des contextes de vignes qui s'inondent, donc là où peuvent s'exprimer certaines sinusies des marques temporaires, mais quand on travaille le sol assez régulièrement, donc voilà, il y a un effet mécanique assez important, donc un travail à faire aussi avec les vignerons. Et moi j'ai essayé d'appliquer en fait la systémique sur ces milieux-là, donc avec des schémas qu'on a essayé d'appliquer pour bien comprendre ces milieux, donc avec les listes des sinusies, donc herbacées, sinusies herbacées xérophytes, et sinusies herbacées vivaces, les buissons microphanérophytes, caméphytes et nanophanérophytes ensuite. Et on a essayé d'établir donc ces invariants que Bruno a développés et qui marchent assez bien sur ces sites-là, donc avec des relations spatio-temporelles et puis des relations soit spatiales, soit des transformations en suivant l'oligotrophisation, humidification, piétinement, donc, et avec une relation aussi d'exclusion qu'on peut agir en tant que gestionnaire. Donc l'idée là-dessus, c'est pour moi de vraiment décrire au mieux les phytocénoses que l'on peut avoir sur ces milieux-là. Dans l'idéal, ce serait de décrire toutes les phytocénoses qu'on peut avoir dans le secteur, mais pour d'autres écosystèmes aussi. Et là, j'insiste là-dessus sur l'importance de la notion d'intégrer dans la phytosinusiale, de ne pas juste s'attacher à décrire des sinusies, mais bien décrire des schémas systémiques sur ces phytocénoses, pour que le gestionnaire puisse identifier les sinusies de marque temporaire qui nous intéressent et comment on peut agir dessus. Donc là, les sinusies thérophytiques de marque temporaire, la sinusie vivace que la marque cilée est ici, quoi. Donc bien décrire ces éléments-là. Donc quelques illustrations de sinusie. La sinusie vivace, Aizotes cetacea, avec la marcilée. Les sinusies herbacées thérophytes, Alytrum timifolium. Et puis après, donc, des sinusies Aizotes cetacea. Et là, les sinusies vivaces, qui sont des pelouses sèches, qui vont être formées des ceintures autour de ces marques temporaires. Donc avec des correspondances d'associations que Braun-Blanquet avait déjà décrit et qui tiennent bien aujourd'hui, quoi. Mais aussi des sinusies buissonnantes avec des fourrés, par exemple donc, des Makiba assistes de Montpellier, par exemple, et puis des fourrés plus hauts à Myrte, qu'on peut avoir ici, à Palurus spinacresti, qui sont décrits par les Catalans et qui marchent assez bien qui sont bien adaptés à la description de ces sites-là. Donc en tant que gestionnaire, on cartographie bien ces sinusies et puis on va leur attribuer un type de gestion bien précis. Donc ça peut être des cartes données comme ça, avec le périmètre de la mise en eau et des travaux de gestion adaptés à chaque sinusie. Donc là on est sur de la fauche à exportation sur une sinusie herbacée de marque temporaire inondable. Sur les sinusies buissonnantes, des travaux de débroussaillage avec parcimonie pour ne pas être gagné par les ligneux, et puis des travaux un peu plus extensifs, soit de pâturage, soit de girobroyage sur des parties qui ne se mettent pas forcément en eau, mais là on va avoir un effet de bassin versant, et puis des travaux aussi pour tout ce qui est faune, les enjeux faune. Il faut conclure. Ouais. Donc les exemples de travaux, donc fauche avec exportation, girobroyage, on a du pâturage sur site ici, donc mise en défense des marques temporaires, comme on est sur des systèmes oligotrophes, donc mise en défense des marques temporaires, et puis mise au pâturage de toutes ces friches et du plateau pour avoir un effet du plateau.
un suivi des espèces, donc sur la répartition spatiale de la marsilée au cours du temps en fonction de chaque marque temporaire. Et les perspectives, donc le conservatoire intervient en maîtrise foncière et en convention de gestion. Donc le conservateur est aujourd'hui propriétaire de 2 hectares sur ce site-là et en convention sur une vingtaine d'hectares sur ce plateau-là. Donc la maîtrise foncière est vraiment très importante et un travail à faire sur la plaine viticole, les cultures, le vignoble, pour une meilleure prise en compte de ces enjeux-là. Et voilà, on va bien travailler à l'échelle du bassin versant et une assistance aussi pour la mise en place d'un arrêté préfectoral de biotope pour limiter au maximum ces impacts encore prégnants sur cette plaine. Merci. Ok, merci beaucoup. On va prendre le temps pour des questions, on va tout de suite passer.